Aslama ou marhaba bikoum al-kull. Le 18 mars dernier, nous étions tous émus, touchés de voir la Tunisie déstabilisée par une attaque terroriste qui a ciblé un emblème de la Tunisie. Cette attaque apparemment a été réalisée par une vingtaine de personnes, dont 9 étaient sur place, sur site. Imaginons maintenant qu'une attaque d'une telle envergure puisse être réalisée à distance depuis des milliers de kilomètres à travers les réseaux de communication et les réseaux d'information. C'est justement l'histoire du film Black Hat qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est un film de Michael Mann, c'est un film qui parle d'une attaque qui va cibler une centrale nucléaire à Hong Kong à travers une attaque plus ou moins sophistiquée. Donc c'est un film qui se rapproche beaucoup de la réalité selon les critiques. Cette histoire-là, ce n'est pas totalement de la fiction, parce que c'est une histoire qui est inspirée de la réalité, inspirée d'une attaque qui a été réalisée en 2009 à travers une campagne d'attaque cybernétique qui a visé les systèmes nucléaires iraniens à travers un virus, un programme extrêmement développé qui s'appelle Stuxnet. Stuxnet, où il y a plusieurs variantes, dont par exemple Flame, Doku, Ghost, etc. Cette attaque-là a réussi à retarder le programme nucléaire iranien de presque 3 ans. Donc ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus de la fiction, mais c'est de la pure réalité. Donc on admet tous qu'il y a des organismes d'intérêt vitaux, ça veut dire les systèmes de transport, d'énergie, les systèmes de télécommunications, les systèmes boursiers, de banques, financiers, etc. sont des systèmes qui sont aujourd'hui névralgiques et qui peuvent être ciblés par des attaques spécifiques qui visent la disponibilité ou l'intégrité de ces services-là. Alors, imaginons, il y a quelques jours, la Turquie a plongé dans un blackout. Ce blackout-là a causé l'arrêt de plusieurs services, dont par exemple les transports, le métro, etc. Il y a des rumeurs aujourd'hui, le Premier ministre turc n'a pas tranché, n'a pas encore décidé, ou l'enquête n'est pas encore terminée, mais la piste d'une cyberattaque réalisée par des attaquants ou des pirates informatiques iraniens n'est pas encore exclue. Ça a été la même chose à Sao Paulo en 2009, où c'est le pays, où la ville est plongée totalement dans le noir pendant des dizaines d'heures, et le scénario de la cyberattaque a été un scénario étudié. La même chose, il y a quelques semaines, quelques mois, en fin de 2014, une arcerie en Allemagne a été ciblée par des pirates et a causé des dommages importants selon le rapport allemand. Également, sur la ligne de pipeline sur la mer Caspienne, une attaque a été réalisée par des pirates en 2008. Cette attaque-là, lors de l'explosion, donc les systèmes d'alarme, les systèmes de supervision, les caméras ont été bizarrement désactivés. Ils n'ont pour le moment aucune trace. Allez, pardon. Voilà. Alors, des attaques d'une telle envergure sont réalisées également d'une façon plus large. Le vol de Span Air JK 5022 en 2008, selon le rapport qui est apparu sur le journal espagnol El País, il a cité qu'un Trojan, quelqu'un a introduit un Trojan pour déstabiliser le système de guidage de l'avion. Lors du raid israélien sur le réacteur Al-Kibar en Syrie en 2007, lors de cette attaque-là, les systèmes sol-air syriens ont été déstabilisés, désactivés. Donc il y a quelque chose qui s'est fait juste avant l'attaque. Alors, tout ça pour vous dire quelque chose, qu'aujourd'hui, les cyberattaques, le cyberespionnage, les cyberguerres ne relèvent plus de la science-fiction ou de la fiction elle-même, mais sont bel et bien là. D'ailleurs, l'ISIS, l'État islamique, a créé une entité qui s'appelle Hacking Division
de l'État islamique et qui a réalisé certaines attaques pour, par exemple, prendre le contrôle du compte Twitter, YouTube de l'US Central Command, qui est le Central Command des US, de l'armée des US. Pour le moment, ils ont réalisé également d'autres attaques qui, par exemple, pour exploiter certaines vulnérabilités sur le web, pour prendre le contrôle ou faire le defacement des sites web. Pour le moment, ces attaques-là ont été réalisées en exploitant des vulnérabilités plus ou moins connues, mais ça, pour le moment. Première trace des cyberguerres, c'était en 2007, donc, lorsqu'il y avait un événement diplomatique entre l'Estonie et la Russie, où les Estoniens ont déplacé une statuette d'un endroit à un autre. Donc, pour se venger, plusieurs Russes se sont manifestés en faisant des attaques, plusieurs groupes d'attaquants russes, pour déstabiliser tout le système Internet de l'Estonie et mettre des centaines, voire des milliers de sites web névralgiques hors service. Mais ça, c'était avant. Il y a quelques semaines, il y a juste en toute fin de 2014, une grande opération de cyberespionnage a été réalisée par les Russes pour anticiper et voir le sommet de l'OTAN qui était en train d'être préparé en pays de Galles concernant l'intervention russe en Ukraine. Un groupe de pirates informatiques qui a de très bonnes relations apparemment avec le gouvernement russe a pu collecter des informations depuis l'OTAN, depuis des ambassades, des gouvernements, des académies, des grandes entreprises d'énergie, en exploitant des vulnérabilités. Les premières traces des activités de ces groupes de pirates datent depuis de 2009. Cela veut dire que de 2009 à 2014, ces personnes-là ont agi sans qu'on puisse les détecter. En toute fin de 2014 également, nous avons vu l'attaque des Nord-Coréens, la vengeance nord-coréenne contre Sony pour avoir financé le film The Interview qui critique le leader nord-coréen. Donc les Nord-Coréens ont réalisé une attaque pour exfiltrer des informations depuis Sony Pictures. Ils ont exfiltré énormément d'informations et les États-Unis et leurs alliés ont réagi en faisant tomber les connexions Internet en Corée du Nord pendant plusieurs heures. Entre parenthèses, les attaques qui ont été réalisées ont exfiltré énormément d'informations, donc par exemple des informations concernant des scripts, concernant des rapports de rendement sur les salaires des employés, sur les films, sur des codes sources. Ça veut dire le manque à gagner et l'impact est extrêmement important. Des centaines de milliers d'emplois sont en jeu et c'est pourquoi l'administration américaine à ce moment-là a pris l'initiative de répondre à une attaque qui a ciblé une entreprise aux États-Unis. Mais également, même parmi les informations, on peut trouver le numéro de téléphone de Brad Pitt, pour toutes celles et peut-être ceux qui sont intéressés. Il faut dire que les pirates ne font pas uniquement des actions malveillantes de toute façon. Alors, les cyberarmées aujourd'hui sont organisées à travers des unités extrêmement organisées, extrêmement entraînées, extrêmement loties d'un ensemble d'outils. Par exemple, une unité très connue qui est l'unité 61-398 de l'armée populaire de Chine, qui a réalisé plusieurs types d'attaques en Asie et ailleurs, des attaques de cyberattaques ou des attaques de cyberespionnage industriel. Donc aujourd'hui, on dit que plusieurs États se sont organisés pour créer des cyberarmées. Par exemple, on dit que la Corée du Nord aujourd'hui a 3000 personnes qui sont là pour réaliser des attaques cybernétiques. La Chine aurait 10 000 personnes, les Américains ciblent avoir 4000 soldats, cybersoldats en 2017. La même chose pour les Israéliens, les Iraniens, pour les Anglais, les Russes, les Français. Mais également, il y a des actions civiles. Comme on a ici des réservistes de l'armée, il y a des cyber-réservistes, des réservistes des cyberarmées. Ça veut dire des ingénieurs comme vous et nous, des ingénieurs qui ont des compétences dans le domaine de l'informatique, des réseaux, et qui participent à des exercices de cyberdéfense, des exercices de cyberattaque, et qui sont prêts le jour où on va les appeler et les rapatrier pour réaliser des actions. Donc c'est l'exemple, par exemple, du plan réserve citoyenne en France. Il y a un exemple très intéressant de la Cyber Defense Unit en Lettonie, donc qui groupe la société civile et l'armée. En Tunisie, nous avons un petit club qui s'appelle Securinet, qui a été créé en 2004.
dont les fondateurs sont là, c'est Ahmed Hussein Ilyes, j'en vois quelques-uns aussi, qui a été créé en 2004, qui s'est transformé après en une association et qui a formé depuis 2004 jusqu'à maintenant pratiquement 1000 ingénieurs. 1000 ingénieurs sont aujourd'hui formés, ils connaissent les concepts de la sécurité. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont des responsables dans les sociétés tunisiennes et qui portent la charge de la sécurité, de la cybersécurité de ces entreprises-là. Alors maintenant, parlons des cyberarmes. Donc, on a les cyberarmes. Une cyberarme, c'est un code malveillant, c'est un programme, mais ça peut être aussi une arme classique, comme par exemple le pod pour le F-35 Lightning II de Lockheed Martin. C'est une arme classique qui a des capacités de cyberattaque qui a été dévoilée la semaine dernière par Lockheed Martin. Alors, les programmes dont je vous parlais ont des actions très avancées, ça veut dire qu'ils peuvent contourner les mesures de sécurité, ils peuvent se connecter à des serveurs de commande and control, ils peuvent rapatrier des données, ils peuvent bouger d'un ordinateur à un smartphone, à un autre équipement, ils sont extrêmement sophistiqués. Les lignes de code aujourd'hui de ce type de programme, donc c'est des vingtaines de milliers de lignes de code, ça fait pratiquement 20 mégas. Il est très loin des premiers virus qu'on a vus, celui qui supprime les fichiers doc ou celui qui supprime des images. C'est vraiment un grand écart entre les deux. Les Américains, à travers la NSA, les Canadiens à travers le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada et les Anglais à travers le GCHQ ont développé des programmes aussi avec, ça veut dire, un cyberarsenal d'outils qui permettent, par exemple, de rediriger quelqu'un dans un flux, par exemple, de prendre le contrôle de sa machine, par exemple, d'exploiter certaines vulnérabilités pour brouiller des pistes concernant les attaques qu'ils réalisent. Donc, les États, ils coordonnent entre eux pour se préparer, pour réaliser ce type d'attaque. Donc, les armées, aujourd'hui, se dotent d'actions ou de moyens défensifs, mais aussi de moyens défensifs, mais aussi de moyens offensifs pour réaliser des actions offensives. Donc ce programme-là, Quantum, il se base sur le programme d'espionnage de la NSA qui aujourd'hui, en résumé, pour vous dire, espionne nos téléphones, espionne nos connexions Internet, nos comptes Facebook, Twitter, Yahoo, Skype, les téléphones iPhone, Android. Bref, le frigidaire ou le gaz, et encore, j'ai encore des doutes. Donc pratiquement, ils collectent des informations sur tout ce qu'on fait pratiquement sur Internet, tous les moyens technologiques qu'on utilise, et ils mettent ça à la disposition de la CIA, de l'FBI et des programmes militaires américains. Ajoutant à cela, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que nous avons trouvé l'année dernière plus de 25 zero day, ça veut dire des vulnérabilités sans correctif. Ces vulnérabilités-là existaient depuis, il y en a certaines qui existaient depuis des dizaines d'années, qui permettaient, par exemple, d'écouter le trafic, de décrypter les mots de passe, de prendre le contrôle d'un serveur Linux. Et ça existait depuis très longtemps. Elles ont été très probablement utilisées par des services secrets, par les Américains, qui ont déjà auparavant, la NSA a déjà pendant plusieurs années injecté des backdoors dans les solutions Cisco, les solutions Juniper, toutes les solutions qu'on connaît, qui sont maintenant brouillées, qui sont remplies de backdoors, de programmes qui permettent de nous espionner et de donner le contrôle à des personnes à distance. Donc, la cybersécurité et la sécurité est-elle un échec ? Sommes-nous obligés aujourd'hui de revenir au fameux 3310 pour dire que nous sommes sécurisés ? Pas totalement sûr. Aujourd'hui, et c'est le thème du TEDx aujourd'hui, la cybersécurité, le domaine est actuellement en pleine effervescence. Ça veut dire qu'on est en train de nous réviser nous-mêmes pour trouver des nouveaux concepts, des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies pour défendre. Moi, mon métier quotidien, c'est d'aider les entreprises à se protéger, à avoir trois choses: la capacité d'anticiper, la capacité de détecter et la capacité de réagir. Je travaille pour des entreprises d'une grande importance, avec des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est un métier qui est extrêmement intéressant, où l'actualité et le changement est pratiquement quotidien. Les entreprises, l'année dernière, les grandes entreprises dans le monde ont investi plus de 1 milliard d'euros l'année dernière dans les solutions et les prestations de sécurité. Donc ça veut dire que c'est un
domaine qui est extrêmement porteur pour tous les jeunes qui sont ici. Les États également ont changé de tactique et comme ils voient que plusieurs programmes, solutions sont troués par des virus et des programmes, sont lancés dans ce qu'on appelle les solutions souveraines. Ça veut dire ils développent leur propre système d'exploitation, ils développent leurs propres solutions. C'est une piste incontournable aujourd'hui pour protéger les organismes d'intérêt vitaux. Les Chinois ont développé Kailin, qui est leur propre système d'exploitation. Les Nord-Coréens ont développé Red Star OS. Les Français Clip. Les Indiens, les Russes, chacun, il a son propre système d'exploitation, ses propres solutions de chiffrement, y compris les solutions de système d'exploitation, y compris les solutions de chiffrement. Dans 2 ans, en 2017, Inch'Allah, quand on reviendra ici, Securines viendront vous parler de Safe et Cartagos, les premiers systèmes d'exploitation tunisiens sécurisés. Merci beaucoup.